comprenne bien ce produit pour pouvoir mieux le tester, pour pouvoir en appréhender la qualité. Et là, je vais arriver avec différentes approches. Alors, il y a différentes approches et ces approches viennent notamment de l'ingénierie des exigences. Et dans l'ingénierie des exigences, il y a une variété de techniques, j'en ai retenu quelques-unes. Alors, des techniques qui volent plus ou moins haut. Alors, si on prend par exemple la première technique qui est spécifiée ici, Moscow, cette technique sert essentiellement à caractériser des exigences. C'est-à-dire que l'acronyme, j'ai été obligé de garder l'acronyme en anglais pour que ça fasse sens, évidemment. En français, l'acronyme serait tout à fait différent. Eh bien, ça permet de prioriser les exigences, ou en tout cas de définir ce que l'on doit avoir dans un produit, ce qui est indispensable au produit, c'est le must. Ce qu'on devrait avoir, c'est le should, ce qu'on pourrait avoir, c'est le could, et ce qu'on voudrait éventuellement avoir, mais on n'a pas nécessairement les moyens, qui viendra peut-être par la suite ou qui viendra peut-être même pas du tout. Voilà. Donc, ici, l'idée, c'est de prendre chaque exigence, de prendre chaque idée, chaque story, et de se poser la question, est-ce que c'est un truc dont on a vraiment besoin? Et éventuellement également, est-ce qu'on en a besoin tout de suite ou est-ce que ça peut attendre? Alors, il y a trois autres techniques qui sont des techniques qui volent un peu plus haut et qui permettent de finalement prendre de la distance vis-à-vis de son produit, prendre de la distance vis-à-vis de son organisation et d'essayer en tant que testeur de voir un peu dans quel jeu on joue. Alors il y a une approche qui est une approche globale qui s'appelle l'approche PESTEL, c'est un nouvel acronyme, et qui permet de se situer dans un contexte politique, économique, socioculturel, technologique, légal également. Si on parle de banque, d'assurance, il y a un contexte légal qui est très fort. Si on est dans des produits type automobile, il y a un contexte légal qui est également très fort. Et puis un contexte environnemental qui est aussi assez important, et particulièrement aujourd'hui où les débats autour du climat, autour de la planète, autour de l'environnement prennent un regain évidemment d'intérêt aux yeux de tous. Autre approche également que je vous cite ici, l'approche McKinsey, donc qui est un gros cabinet de consultants et qui travaille sur l'organisation, eh bien ici a défini une méthode qu'on appelle les 7 S, et ces 7 S définissent plutôt une organisation en tant que telle et vous donnent, si vous voulez, des clés pour comprendre dans quel jeu, dans quelle société vous jouez. Alors je parle d'une société évidemment au sens commercial du terme. Ce sont des valeurs que l'on partage. Quelles sont les valeurs que l'on partage au niveau de la société? Quelles sont les compétences dont on a besoin? Quelle est la structure? Comment est-ce que cette société s'organise autour de compétences? Est-ce qu'on est dans un mode très agile avec des tribes? Est-ce qu'on est dans un mode très pyramidal avec une approche très, très structurée? Quelle est la stratégie de la société? Qu'est-ce qu'on veut faire? Et effectivement, quel est le personnel qu'on emploie? Quels sont les systèmes qu'on met en place? Et quel est finalement le style de communication? Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que ça vole un peu haut, je vais dire, pour le testeur lambda, pour les testeurs lambda que nous sommes tous d'ailleurs, mais parce que ça permet évidemment de comprendre un peu mieux ce qu'il y a derrière les produits et de tester les produits ou de challenger les produits que l'on sort en fonction un petit peu des objectifs de la société. Alors, évidemment, mon objectif n'est pas de faire de tous les testeurs du monde des consultants McKinsey qui vont revoir les organisations, mais je pense que ça ne fait pas de mal de prendre un petit peu de hauteur, de prendre un petit peu de distance et de réfléchir finalement dans quel jeu on joue et si finalement ce qu'on produit est bien en phase avec ce que la société veut finalement sortir et a besoin d'une certaine manière. Et dans le même état d'esprit, il y a cet autre acronyme CATWO qui permet également de prendre la mesure du produit selon, je vais dire, les parties prenantes métiers, selon le business, la perspective du business, qui sont nos clients, qui sont les acteurs, quelque part, qui agissent au sein de l'organisation et qui influent sur le produit. Quelle est la transformation que nous portons? Qu'est-ce que ce produit finalement apporte au monde? Comment est-ce qu'il est perçu et comment est-ce que le monde nous perçoit? Qui est le responsable, l'honneur de ce produit qui porte finalement le projet? Et à nouveau, dans quel environnement est-ce que ce projet ou ce produit se situe? Alors, on va redescendre un petit peu dans la perspective et on va regarder comment on peut challenger un produit
comment on peut challenger une problématique sous différentes perspectives, et vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est les fameux 6 chapeaux pensants de Bono, hein, et qui permettent d'évaluer sous différents angles. Et l'idée, évidemment, c'est de prendre soit des personnes qui vont adopter chacun un peu comme dans un jeu de rôle un angle particulier, soit essayer de se mettre dans la peau d'eux et de parcourir ces différents angles pour évaluer la problématique. Alors, on va regarder le produit, on va regarder le projet, d'abord avec un aspect très négatif. Qu'est-ce qui cloche? Est-ce qu'on est vraiment efficace? Est-ce qu'on passe à côté de quelque chose? On va essayer d'être créatif. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Est-ce qu'on peut mettre plus de choses, plus d'efficacité? Et si oui, où? Est-ce qu'on a oublié d'explorer un certain nombre de pistes davantage? Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut faire plus? On peut regarder le projet ou le produit de manière émotionnelle. Hein? Comment est-ce qu'on sent le truc? Qu'est-ce que ça évoque chez moi? Qu'est-ce que ça éveille chez moi quand je parle de tel ou tel produit, tel ou tel service? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous titille quelque part? Est-ce que l'ambiance, ça c'est plus, je vais dire, au niveau du fonctionnement de projet, est-ce que l'ambiance est bonne? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire quelque chose par rapport à ça? Puis on va mettre du contrôle et puis on va mettre également des effets très factuels, hein, parce qu'il faut bien quand même garder, je vais dire, les pieds sur terre, hein, et réfléchir à un budget, à des outils, à des calendriers et finalement des critères d'évaluation. J'ai entendu qu'un des orateurs après moi va vous parler de KPI et va vous parler de système d'évaluation. Ben, évidemment, c'est aussi très important. Alors, on continue à brosser finalement le panorama et on va passer sur autre chose qui est l'expérience utilisateur. Et l'expérience utilisateur, c'est des choses qui nous viennent de l'UX, de l'UI, hein, qui sont en fait des piliers d'analyse. Lorsqu'on va regarder un produit, lorsqu'on va regarder un projet, lorsqu'on va regarder un service, eh bien, on va essayer de regarder de manière holistique, de manière transverse, comment tout cela s'articule. Et un produit, un projet, un service, ben, il a des utilisateurs. Qui sont ces utilisateurs? Est-ce qu'on les connaît bien? Est-ce qu'on les a modélisés? On verra un peu plus loin dans la présentation des techniques de modélisation de ces utilisateurs. Et ces utilisateurs, ben, ils utilisent notre produit, notre service. Pour quoi faire? Ben, pour réaliser des tâches. Et idéalement, on devrait les faire de manière plus efficace qu'avant. Parce que si c'est pour travailler moins bien qu'avant, ben, je pense qu'on est un peu à côté de la plaque. Hein. Et ces tâches, elles s'effectuent dans un contexte. Alors, ceux ou celles d'entre vous qui étaient à de précédentes JMTL m'ont peut-être entendu parler d'expérience utilisateur et notamment de contexte. Tout le monde n'est pas nécessairement assis derrière son PC en train de travailler derrière un écran pour utiliser le produit. Peut-être que les gens sont en mobilité, peut-être qu'ils sont dans un métro, dans un tram, peut-être que les conditions lumineuses ne sont pas excellentes, il fait trop clair, il fait trop sombre, etc. Et tout ça, évidemment, influe sur la manière dont le produit est designé. Et je pense que ça vaut la peine, évidemment, de se poser des questions. Et puis, il faut quand même, à nouveau, garder les pieds sur terre et voir ce que les autres font. Et peut-être qu'ils font des choses très bien, peut-être même qu'ils font des choses mieux que nous, et puis peut-être qu'ils font des choses pas bien du tout, et c'est là évidemment où on a cette valeur ajoutée qu'on peut apporter au marché. Alors, autre outil, donc vous allez voir, c'est un peu un catalogue, et c'est très bien évidemment que cette présentation soit enregistrée, parce que vous aurez évidemment par la suite l'occasion de repasser dedans et de faire un petit peu votre petit marché, hein, votre pick and play, entre guillemets, dans les techniques que je vous donne. Je peux également mettre à disposition du CMTL et de la JMTL un fichier PDF, hein, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, autre outil qui est extrêmement intéressant pour comprendre dans quel jeu on joue, c'est le Product Vision Board. Et le Product Vision Board, c'est quelque chose que Roman Pichler a mis en place. C'est pas très compliqué, hein, c'est définir finalement pour chaque produit ou chaque service, hein, quelle est la vision, quels sont les utilisateurs que l'on cible, quel est le public cible finalement, quels sont les besoins, c'est quoi le produit et quels sont les objectifs métiers. Voici par exemple, donc le pour qui, pourquoi, comment, combien. Voici par exemple pour un produit classique qui est une espèce de Just Dance pour les gamers parmi vous. Hein. Vous savez, ces logiciels-là qu'on peut mettre en place sur un téléphone, sur une tablette, sur une console et où on danse avec des personnages au son de musique. Ben voilà, c'est un peu ça. Ben, le pour qui ici, ce serait des enfants de 8 à 12 ans avec une certaine appétence pour l'informatique. Ben, forcément, ce sont des digital natives, donc voilà. Évidemment, le client, ben, ce sont les parents, parce que c'est les parents qui vont payer là derrière. Hein. On parle de mineurs, donc ils ne peuvent pas acheter le jeu tout seul.
Ils doivent aimer regarder des personnages, danser sur une musique, interagir, découvrir de nouveaux pas, de nouvelles chorégraphies. On va faire ça comment? En déployant sur une certaine plateforme qui sera personnalisable, on va pouvoir danser avec des amis, faire des chorégraphies, etc. Et ça va être un modèle freemium, par exemple. Donc, c'est-à-dire que l'entrée sera gratuite, mais si vous voulez une nouvelle chanson, de nouveaux pas, de nouvelles chorégraphies, plus d'interaction, et ben là, il y aura un système de passage à la caisse, je vais dire, qui sera organisé. Voilà, ça c'est un modèle. Alors, c'est quelque chose d'assez puissant. Et je vous invite pour les produits et les services sur lesquels vous travaillez aujourd'hui de le faire. Ça ne prend pas tellement de temps. C'est finalement un peu de réflexion et quelques dizaines de minutes, je vais dire, de travail derrière. Et puis de confronter ça peut-être avec vos collègues, voir votre product owner, etc. Voir si on est sur la même longueur d'onde et si on a la même compréhension du monde. C'est un outil assez puissant, assez intéressant. Alors, pour concevoir les produits ou les services que nous développons, que nous testons, il est nécessaire évidemment de s'appuyer aussi sur des outils, sur des techniques. Alors, je ne vais pas m'étendre énormément là-dessus, je pense que vous saurez de quoi je parle. Hein. Le mind mapping, évidemment, est quelque chose d'assez couramment utilisé. Alors, assez curieusement, moi, pour vous parler de mon cas personnel, moi, j'ai une vision qui est assez mind mapping. Donc, j'ai cette espèce de pensée arborescence. C'est comme ça que je suis câblé. Voilà, ça fait partie de mon ADN probablement. J'aime bien mettre des choses ensemble qui, a priori, ne sont pas immédiatement connectées pour la plupart des gens, où les gens ne voient pas nécessairement systématiquement un rapport. Ben, moi, j'en vois. Alors, certains diront que c'est du génie, d'autres du fumage de moquette, je n'en sais rien, peu importe. Mais en tout cas, c'est une technique extrêmement puissante pour organiser ses idées. Et assez curieusement, j'utilise très peu le mind mapping parce que ma pensée est déjà organisée de cette manière-là. Et donc, c'est peut-être pas le meilleur outil pour moi. Mais ça marche très très bien malgré tout. Et autre outil, autre approche qui est extrêmement intéressante, c'est le design thinking. Là, on est vraiment dans la conception du produit, dans le design, la conception. Hein. C'est quelque chose qui a été réfléchi par le D-School. Donc, encore une fois, je vous bombarde de références ici pour la suite, hein, qui est une émulation de l'université de Stanford. Et l'intérêt là-bas, c'est de travailler à différents niveaux. D'abord, d'essayer de comprendre, de ressentir ce que le produit va avoir comme effet sur le groupe cible, sur le consommateur, l'utilisateur, le client. Hein. C'est de définir le problème. C'est quoi le problème? Lorsque je travaille avec l'ISTQB, on a un ancien président qui revient assez souvent quand on est un peu dans le fumage de moquette ou dans la discussion sur le sexe des anges, et qui dit, mais quel est le problème qu'on est en train de résoudre? Qu'est-ce qu'on est en train de résoudre ici? Pourquoi est-ce qu'on discute? Et ça, c'est assez important. Et c'est assez fondamental, et je pense qu'on ne le fait pas assez. On est souvent parti sur des idées préconçues, sur des approches préconçues, et on ne remet pas assez en cause. Et c'est notre rôle, me semble-t-il, en tant que testeur, de remettre en cause un certain nombre de choses. Alors, on ne va pas révolutionner, évidemment, les produits ou la conception des entreprises, mais en tout cas, on peut les challenger. Hein. Et après vient une phase d'idéation, c'est-à-dire qu'on va faire un brainstorm pour arriver à la solution, hein, puisqu'on a identifié le problème, comment est-ce qu'on va le résoudre? Et on va réfléchir ensemble au comment le résoudre. On peut explorer des options. À partir du moment où on a une ébauche de solution, on va faire du prototypage, et je vais venir là-dessus un petit peu après. Et puis du test, le test, c'est quand on a, et on peut déjà tester bien évidemment sur des prototypes, hein, on n'est pas obligé d'attendre que le produit soit fini, bien sûr, pour commencer le test. C'est un retour sur la solution, et vous verrez dans les approches que je préconise par la suite que l'utilisateur a un rôle clé évidemment à jouer là-dessus également. Hein. Et le design thinking, c'est ça, hein, c'est cette approche en diamant finalement, ou dans un premier temps, hein, c'est le processus d'idéation. On va faire véritablement un brainstorming, c'est-à-dire que le but du jeu, c'est de trouver plein d'idées, pas nécessairement des idées qui sont praticables, et on ne va pas les remettre en question tout de suite. On va s'abreuver finalement de toutes les idées, de toutes les contributions de tout le monde, hein, c'est tous les oui mais. Et puis à un moment donné, on va converger, hein, ça c'est une phase divergente, on va converger, c'est la pointe du diamant, on va converger vers une solution qui est une solution commune, qui est une solution praticable, et c'est celle évidemment qu'on va implémenter. Et dans cette étape suivante, on va l'implémenter au travers de prototypage. Alors le prototypage, c'est un grand mot. Hein. On va dire,
oui, il faut des outils très compliqués, il faut des choses extrêmement élaborées. Pas du tout. On peut faire du prototypage papier, hein, c'est quelques sketchs et il n'y a même pas besoin d'être un bon dessinateur pour raconter. Hein, vous voyez ici sur la gauche de mon slide, vous voyez ici qu'on peut raconter tout un parcours utilisateur juste avec 4 petits dessins, ils sont griffonnés. Hein. On peut faire un dessin, si vous regardez sur la droite, d'une interface qui sera présente sur un mobile, par exemple. Hein. On n'a pas besoin d'outils très compliqués. Maintenant, si vous cherchez des outils, il y en a pléthore. Hein. Il y a des choses comme... on en trouve plein sur le web. Hein. Je ne vais pas commencer à faire de la publicité. Vous avez des choses comme Balsamiq, peu importe les noms. Vous allez en trouver plein qui permettent de faire du prototypage. D'abord en faible fidélité. Hein. Ça va très vite. On peut trouver déjà beaucoup d'erreurs, beaucoup de problématiques sur des choses sur papier. Et puis après, on peut faire des interfaces un peu plus élaborées qui ressemblent finalement à l'interface finale avec tous ces outils. Autre approche qui est extrêmement intéressante, hein, que ce soit, alors ça vient du marketing, ça vient de l'innovation, c'est la conception participative, c'est-à-dire qu'on va intégrer déjà des utilisateurs très très tôt dans le team. Et encore une fois, si vous êtes un peu familier avec l'utilisabilité, avec le syllabus également ISTQB de l'utilisabilité ou les préconisations de gens comme Norman Nielsen Group par exemple, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas besoin d'avoir 150 millions d'utilisateurs pour tester un produit ou pour déjà retirer des choses intéressantes. On peut les impliquer très vite avec des groupes très restreints et ça peut être des groupes de clients cibles ou d'utilisateurs cibles qui fonctionnent en interaction avec l'équipe. Hein. Et donc très très vite, avec des cycles assez rapides, on peut vérifier finalement que les premières idées qu'on a en tête, oui, c'est bien, ça répond bien aux besoins de l'utilisateur. Et puis on avance dans le design, on va vérifier que ce qu'on a mis en place dans les features, dans les user stories, etc., c'est toujours bien en ligne, ça n'a pas trahi évidemment l'idée de départ. Et là encore, on va le valider avec des utilisateurs. Et puis, on va faire une évaluation à nouveau avec un groupe restreint d'utilisateurs de la solution qu'on a. Donc, on peut impliquer ces gens, impliquer ces clients, ces utilisateurs lambda finalement très rapidement dans le processus, pas nécessairement avec des coûts très élevés ou des difficultés très élevées, mais juste pour se rassurer, juste pour valider à chaque étape qu'on fait bien ce que l'on devrait faire et qu'on ne dérive pas dans tous les sens. Hein. Et ça se traduit au travers de ce qu'on appelle la conception centrée sur l'utilisateur. C'est un peu la même chose, hein, quelque part, voilà. Hein, on a une idée qu'on va planifier, sur lequel on va mettre en place un certain nombre de recherches pour aboutir à la solution. On va avoir un certain nombre de designs qu'on va valider. On va mesurer la performance de ces designs avant de lancer ça sur le marché. Et encore une fois, à chaque étape, on va mettre bien évidemment des utilisateurs dans la peau. C'est le but. Hein. Alors, ces utilisateurs, justement, il va falloir aussi, d'une certaine manière, les comprendre, les modéliser. Et pour les comprendre, les modéliser, il y a quelque chose d'assez puissant qui a été mis en place par Gray. C'est la carte d'empathie. Et la carte d'empathie, c'est se mettre un petit peu dans la peau de l'utilisateur, ou en tout cas, être capable de comprendre ce qu'il voit, ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il pense et ressent. Quel est son problème? Encore une fois, hein, on en revient aux fondamentaux. C'est quoi le problème qu'on essaye de résoudre? Quel est le gain qu'on apporte, donc quelle est la solution qu'on apporte au problème, et ça évidemment passe également par une phase importante d'écoute. Hein. Et donc tout ça évidemment, c'est vraiment se mettre dans la peau de l'utilisateur, mais c'est aussi bien sûr discuter avec cet utilisateur. Hein. C'est aussi tester à différentes étapes, hein, on l'a vu dans les slides précédents, c'est tester évidemment son ressenti, c'est écouter ce qu'il dit, voir ce qu'il fait, comment il interagit avec le design, avec le produit, comment il se sent par rapport aux solutions qu'on propose, est-ce que ça va résoudre ou pas sa problématique, etc. Donc on est vraiment dans une espèce d'utilisabilité à haut niveau dans lequel l'utilisateur devient finalement un élément clé ou un acteur clé dans le processus. Alors, on ne sait pas toujours
interagir avec des utilisateurs, alors on peut les modéliser. Et les modéliser, c'est une technique très puissante également, qu'on appelle les personas. Alors on a choisi le pluriel latin pour la traduction française, vous le trouverez avec une S dans le vocable anglais. C'est également une technique dérivée de l'ingénierie des exigences qui vient d'un monsieur qui s'appelle Cooper, et qui va nous aider à différents niveaux. Et en fait, bon, voilà, vous avez les différents gains qu'on peut obtenir ou dériver, je veux dire, de l'utilisation des personas. Mais pour faire simple, ces personas, ce sont des personnages synthétiques, c'est un peu des personnages de romans, de fiction, si vous voulez, entre guillemets, mais qui vont coller au plus près possible de nos utilisateurs. Et de ce fait, on va leur inventer une espèce de vie fictive, et vous allez voir que c'est assez élaboré quand même. Et en fait, cette vie fictive, ces caractéristiques fictives vont décrire au mieux, de ce que nous en savons, les utilisateurs de notre produit. Et ça va nous, ou de notre service, peu importe. Et ça va nous permettre évidemment de les avoir sans cesse en tête, et on ne va pas en définir 100 000, hein, on va peut-être en faire 4, 5, 10, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sont ces utilisateurs types, et en les ayant en tête, on va toujours se projeter et se dire à chaque moment finalement du design, à chaque moment de la conception, à chaque moment du test, et on va se dire, ben tiens, qu'est-ce que ce personnage ferait, comment est-ce qu'il réagirait de la manière dont je l'imagine aujourd'hui, comment est-ce que ce personnage réagirait par rapport à ça, est-ce qu'il trouverait ça bien, est-ce qu'il trouverait pas ça bien, etc. Et ça permet quelque part d'avoir sans cesse à l'idée, non pas ce qu'on voudrait faire soi, là, utiliser des technologies, des machins, etc., mais surtout ce que notre client veut, ce que notre utilisateur veut. Hein. Évidemment, c'est très bien pour nous, pour identifier un certain nombre de demandes d'omission dans les user stories, pour des critères d'acceptation, pour soutenir des tests exploratoires, etc. Donc on a vraiment, je vais dire, une énorme puissance là derrière. Voilà à quoi ça ressemble. Hein, voilà à quoi ça ressemble. Celui-ci est voilà, décrit par exemple un product manager dans le milieu de la mode, et vous voyez qu'on lui a inventé toute une vie fictive. On détermine quelles sont ses attentes, on détermine quel est son degré de familiarité avec des technologies, par exemple. On lui a inventé cette vie fictive parce que ça nous rapproche. Quelque part, on est dans l'empathie, ça nous rapproche de cet utilisateur, et ça nous permet bien évidemment de l'avoir en tête lorsqu'on avance. Et voilà, bien évidemment, on peut en faire un autre. Ici, je me suis amusé avec plutôt un geek ou un techie. Alors, on va continuer à avancer. On va avancer sur tester le produit. Et je vais vous expliquer quelque chose de très personnel. C'est pourquoi je suis condamné à travailler jusqu'à ma retraite et même au-delà. Voilà, j'ai des enfants, j'ai 2 filles. Elles sont en âge évidemment de s'habiller, de vouloir un peu briller, de vouloir un peu séduire. Et donc, quelque part, j'ai inventé, alors mes filles s'appellent pas Amanda, mais voilà, elle est étudiante, elle vit avec ses parents, elle n'a plus rien à se mettre. Hein. Là, on est dans le persona, vous voyez comment les choses s'articulent. Elle veut acheter une paire de chaussures, et ces chaussures parfaites, elle les a trouvées, mais une de chaque couleur. Là, on est dans les pics. Et puis, on va arriver sur un autre outil qui est ce qu'on appelle le storyboard. Et le storyboard, c'est un peu l'expérience utilisateur, finalement. Hein. Elle va aller quelque part sur un site, elle trouve la paire de chaussures idéale, elle la choisit, elle l'ajoute au panier, elle choisit son option de paiement favorite, en gros, c'est ma carte de crédit. Elle va envoyer tout ça, accepter les conditions générales de vente. De toute façon, ça n'engage pas grand-chose puisque c'est moi qui vais payer derrière. Elle relit sa commande, ok, c'est bien, j'ai mes 18 paires de chaussures de chaque couleur, et procéder au paiement, confirmer, et voilà, c'est fait, l'envoi est en cours de préparation. Ça, c'est l'expérience utilisateur, c'est le panier client assez habituel. Alors ici, c'est un peu cliché, j'ai pris des filles parce que j'ai des filles. Pour les garçons, ça marche aussi, et on n'est peut-être pas dans les paires de chaussures, mais c'est pas moins ruineux. Hein. Alors voilà, cette storyboard, évidemment, elle va nous aider à plein de choses, hein, à regarder ce qui motive les user stories, à placer une vision dans le contexte, à les grouper, bien évidemment, aider au story mapping, on va voir après ce que c'est, prioriser des épiques, trouver des critères d'acceptation, aider également à l'approche du test parce que ça va visualiser. C'est un des gros apports, évidemment, des techniques agiles, c'est de pouvoir visualiser ce qui se passe très rapidement. Hein, d'un coup d'œil, on voit globalement ce qui se passe si c'est bien fait. Hein. Donc voilà, de ce storyboard, on va définir un petit peu le parcours utilisateur et on va le définir en un certain nombre de
sous-processus, hein, comparer les prix, lire éventuellement des avis positifs, négatifs, regarder un peu la philosophie de la marque, c'est important aujourd'hui. Hein. Je ne vais pas acheter des produits cosmétiques si quelque part ils font des tests sur des animaux. Voilà, ça c'est ce que je veux dire par la philosophie de la marque. Hein. Alors bon, vous adhérez à cette approche ou pas, peu importe, mais voilà, ça compte aujourd'hui auprès d'une certaine catégorie de consommateurs, par exemple. Hein. On va décrire des techniques, les fonctionnalités, on va faire des démos, on va regarder ce qui génère l'action, en quelque sorte, chez nos utilisateurs, chez nos clients. Hein. Qu'est-ce qui fait que, quelque part, je vais vouloir acheter, vouloir avancer? Bah, c'est peut-être un petit pop-up qui va me dire bah, vous avez 30% tout de suite. Voilà, des choses comme ça. Hein. Et donc, on va regarder le processus d'engagement, c'est absolument clé. Ceux qui ont vu mes présentations précédentes à la JMTL notamment se souviendront peut-être que ce processus d'engagement est quelque chose psychologiquement de clé. Et puis, ben, on est après dans l'adoption. Hein. Voilà, je vais pas redétailler tout ça. C'est pas ce qui est important. Ce qui est important, évidemment, c'est comment on s'en sert et comment on peut regrouper au travers de ce storyboard, comment on peut regrouper les différentes stories, les différents épiques et les mettre au travers du parcours utilisateur. Donc, regarder au travers du flux narratif où elles se situent et également les prioriser sous forme de release ou sous forme de Scrum ou sous forme d'itération, peu importe comment vous avancez là-dessus. Hein. Alors, plus classique également, et là on est plutôt dans le langage de modélisation, mais des approches par diagramme, hein, des relations entité-classe. Alors là, on est beaucoup plus terre à terre, on est dans la technique, on est dans la structure, on est dans le flux de données, on est dans les attributs fonctionnels, etc. Je ne vais pas m'étendre énormément, je pense que vous utilisez déjà pour la plupart ce type d'approche, vous êtes déjà plus ou moins familier avec ce type d'approche, mais ça valait la peine de les citer ici parce que originellement, ben, ils ne viennent pas nécessairement directement du test, bien évidemment. Hein. Cas d'utilisation pareil, donc là on est sur une approche qui va approcher les user stories, les rendre testables, les rendre bien dimensionnés, voir si on n'a pas oublié éventuellement des parties prenantes, identifier les différentes interfaces évidemment et s'assurer qu'il y a bien un mapping correct entre les épiques et les user stories par exemple. Alors, on peut également s'appuyer, et je m'appuie beaucoup sur l'ingénierie des exigences parce qu'elle a apporté beaucoup et qu'elle est proche de nous naturellement, hein, définir des méthodes d'acceptation, d'élucidation. Hein, donc, comment on peut résoudre finalement les problématiques d'identification ou de conflit au sein des exigences. Hein, comment on peut enrichir une certaine documentation, travailler sur de la négociation, de la validation. Et c'est notamment au travers de questionnaires. Alors, il y a différents types de questionnaires. Des questionnaires dits quantitatifs, où on a des questions fermées, c'est oui ou non, hein, pour comparer des sources, déduire des critères d'acceptation. On peut travailler avec des questionnaires qualitatifs, et là on est sur des questions ouvertes, qu'est-ce que vous pensez d'eux, etc. Donc ça appelle une réponse qui n'est ni oui ni non, mais qui est une réponse plus détaillée. Alors là, ça permet de raffiner, de suivre des données quantitatives, évidemment. Ça peut induire de nouveaux besoins. On peut dériver de nouveaux besoins, de nouvelles user stories ou mettre à jour l'existant. Évidemment, ça n'a pas le même coût. Les questionnaires qualitatifs, ben, il faut les traiter. Traiter du oui ou non, ça va, je vais dire, relativement vite. On sait où on va. Lorsqu'on est sur des questionnaires qualitatifs, ben, évidemment, la dérive est possible. Et donc, le temps de traitement est beaucoup plus long. Et puis, vous avez également ce qu'on appelle des interviews qualitatives. Là, on se rapproche des techniques d'utilisabilité où on va voir les utilisateurs et on va quelque part les amener, leur tirer les vers du nez, si je peux m'exprimer ainsi, pour retirer un certain nombre d'informations intéressantes. Voilà. Donc, toutes techniques qui sont également dans les syllabes agiles et utilisabilité. Autre technique qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, c'est l'A/B testing. Hein. Donc l'A/B testing, le principe est très simple. On vous donne deux designs qui sont pratiquement identiques avec un petit changement à gauche ou à droite. Hein. Ici, c'est le positionnement d'un bouton, par exemple. Et on vous demande quelque part ce qui est le plus efficace. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une grande quantité d'utilisateurs et on va les diviser en deux groupes. Ceux qui vont recevoir le design A, ceux qui vont recevoir le design B. Et on va les lancer sur l'affaire. Et on va regarder, en fait, quel est le taux de conversion le plus élevé, c'est-à-dire qui va finalement emporter la donne. Et on voit qu'ici, dans ce cas-ci, 46 contre 35, apparemment, le bouton sur le design B
serait plus efficace et lancerait évidemment plus systématiquement le process, peut-être parce qu'il est plus visible, peut-être parce qu'il est dans un endroit qui est plus logique, etc. etc. Voilà. Et ça, aujourd'hui, on le voit en temps réel, par exemple. Voilà de l'A/B testing qu'on retrouve. Ça, c'est sur mon fil LinkedIn, donc j'en ai copié 2 ou 3 parce que j'en reçois assez fréquemment. Pas parce que je me suis inscrit dans un groupe d'A/B testing du tout, hein. Juste parce que vous avez des marketeurs qui sont là et qui se disent, voilà, si j'ai un emballage de noisettes, par exemple, est-ce que l'emballage de gauche est plus sympa que l'emballage de droite? Si je dois vendre des burgers, est-ce que l'indicateur de quantité, hein, voilà, je veux acheter 2 burgers au lieu d'un ou 3 burgers au lieu d'un, est-ce que ça vous parle plus de travailler sur le design de gauche ou sur lui de droite? Est-ce que lorsque je veux sélectionner un pays, par exemple, pour m'inscrire sur un formulaire en ligne, est-ce que c'est mieux d'avoir une liste de noms ou une liste de noms avec un petit drapeau? Voilà. Hein. Donc, ce sont des choses, évidemment, et ça va très vite. Hein. L'idée là-bas, c'est d'avoir une foule d'utilisateurs plus ou moins ciblés et de recevoir très vite leur feedback, et vous avez très très vite un retour. Évidemment, ça fonctionne très très bien aussi sur des produits que vous développez en interne, bien sûr. Hein. Alors, dernière chose que je voudrais voir avec vous, c'est le crowd testing, hein, qui est une technique intéressante également, qui requiert évidemment une certaine ingénierie, mais qui vous permet d'accéder très rapidement à un certain nombre de ce qu'on appelle des facteurs de forme, c'est-à-dire des devices, du matériel que vous n'avez pas nécessairement. Si vous devez tester, par exemple, une application mobile, vous allez le tester pour combien de mobiles différents? Est-ce que ce sont des petits mobiles, des gros mobiles? En fait, je parle en termes d'écran. Est-ce que ce sont des trucs puissants, pas puissants? Donc, ça vous demanderait quelque part d'avoir une analyse des devices qui sont sur le marché extrêmement importante, chose que vous pouvez éventuellement facilement bypasser si vous avez un groupe très large d'utilisateurs qui vont juste vous donner le feedback sur cet aspect précis des choses, est-ce que l'application tourne bien chez moi avec le mobile dont je dispose, et qui vont vous permettre d'avoir un parc de mobiles extrêmement large. Ça marche aussi très bien pour la localisation. Hein. Vous pouvez avoir une application qui va supporter ou soutenir différents langages, le français, l'arabe, le russe, le chinois, que sais-je. C'est compliqué évidemment d'avoir un développeur qui est natif de la langue pour chaque langue, ou d'avoir des références pour chaque langue. Voilà, on peut très bien avoir cette expérience utilisateur ou ce retour utilisateur très facilement avec du crowd testing. Alors très facilement, évidemment, c'est pas aussi facile que cela, hein, ça demande des plateformes, mais ça existe aujourd'hui, il y a des plateformes spécialisées qui font ça très bien et qui peuvent vous aider évidemment dans votre recherche. Hein. C'est pas uniquement pour trouver des défauts. Hein. Voilà, l'idée n'est pas nécessairement de trouver des défauts, mais d'avoir du feedback intéressant. Par exemple, si mon explication de bouton ou de produit est en russe, ça ne tient pas dans le cadre, par exemple, ou les caractères ne sont pas bien supportés, ou l'expérience utilisateur complète. On a eu une présentation très intéressante comme ça à la JFTL avec des personnes qui travaillaient dans le milieu de la mode, du luxe. Et ils voyaient que l'expérience utilisateur en termes de packaging, hein, la manière dont les gens recevaient ce qu'ils commandaient, ça variait très fort en fonction des pays, en fonction de la distribution, etc. Ils ont tiré des choses intéressantes pour améliorer leur chaîne logistique. Hein. Ça vous permet d'avoir de l'info sur de la fiabilité, de la réputation. Alors oui, les plateformes de crowd testing vous aident évidemment à sélectionner les bons testeurs. Hein. C'est basé sur de la fiabilité, c'est basé sur de la réputation. Donc, vous n'êtes pas obligé, bien évidemment, de prendre n'importe qui, n'importe comment. Il peut y avoir évidemment une certaine présélection, bien sûr. Ça demande une certaine protection si vous les confrontez à des designs ou des services qui ne sont pas encore publics. Donc, il y a une problématique d'NDA, peut-être une problématique légale, des problématiques environnementales, etc. Certainement, les scénarios de test que vous avez avec eux doivent être des scénarios simples à comprendre, parce que on n'est pas sur des testeurs professionnels, on est sur des gens qui vous aident, on est sur de l'utilisateur-testeur. Certains sont des professionnels, d'autres ne le sont pas. Et on doit avoir des choses qui sont très atomiques, très simples à comprendre. Donc les questions que vous leur posez doivent être relativement immédiates, relativement évidentes. Hein.
Mais vous devez laisser également une certaine possibilité, une certaine créativité dans l'approche. Et si un jour vous recourez à ce genre d'approche, ayez des scénarios qui sont des scénarios indépendants les uns des autres, de sorte que vous puissiez les évaluer sans avoir besoin d'une séquence logique stricte, parce que vous n'avez pas le contrôle sur ce que les utilisateurs font à ce moment. Donc là, il y a des plateformes, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans et qui peuvent vous aider. Maintenant, vous pouvez également mettre en place votre propre plateforme. Évidemment, ça demande un peu plus d'ingénierie, un peu plus de conception et de pouvoir de cerveau, je vais dire, de brain power. Mais quelque part, c'est pas non plus insurmontable, et ça peut se faire évidemment avec des groupes d'utilisateurs tests préférentiels dans différents pays si vous êtes confronté à ce genre de problématique. Voilà, j'en arrive ici à la conclusion de cette présentation, qui est un peu un catalogue de techniques finalement. L'idée, c'est de vous présenter un certain nombre de choses, de vous donner de la diversité, de vous donner de la nourriture pour l'esprit et de vous permettre de repartir avec plein de choses sous le bras que vous pourrez, sur lesquelles vous pourrez évidemment approfondir et utiliser sur vos projets. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je suis tout oui pour vos questions si vous en avez. Merci Olivier. Alors, j'ai récupéré 2 questions. L'audience, elle est un peu timide. Oui. Donc, n'hésitez pas, en fait, d'écrire si vous avez des questions. Merci pour la présentation. Elle était intéressante parce que, voilà, on a appris qu'il y avait pas mal d'approches qu'on pourrait utiliser, qu'on ne le fait pas forcément. Donc, qu'il serait bien de se documenter, regarder un peu ce qui pourrait, on va dire, compléter ce qu'on fait déjà dans le cadre de nos projets. Voilà. C'est vraiment mon conseil, Salima, si tu me permets de t'interrompre. Oui, vas-y. C'est vraiment mon conseil, c'est testeurs, n'hésitez pas à sortir de votre approche traditionnelle. Allez voir ailleurs, allez voir la psychologie, allez voir l'ingénierie des exigences, allez voir ce que d'autres font. Parce qu'on vous demande aujourd'hui des compétences plurielles, on vous demande aujourd'hui de vous inclure dans des choses très pluridisciplinaires et sur lesquelles vous n'avez pas nécessairement la main, les codes et le vocabulaire. Et je pense que c'est essentiel pour continuer à progresser dans ce milieu, d'aller voir ailleurs et de s'intéresser à d'autres choses. Voilà. Et on sort de notre zone de confort, on va dire. Exactement. C'est déjà. Exactement. Ouais. Ok. Ouais. Du coup, voilà, donc la première question, c'était, à votre avis, est-ce que ces concepts et outils appellent à une spécialisation des testeurs ou plutôt à des testeurs pluridisciplinaires? Alors, moi, ce que je crois, moi, je crois beaucoup, si vous voulez. Alors, c'est toujours un débat, si vous voulez. Si on prend l'approche de testeur traditionnel, il y a 2 grandes filières. Il y a la filière technique et la filière management. Vous avez en gros, pour caricaturer à l'extrême, le test analyst ou technical test analyst qui va aller dans l'outillage, qui va aller dans l'automatisation, la performance, etc., qui va évoluer vers la technique, qui est bien dans son coin, bien tranquille. Là, je vous fais du persona. Il est bien dans son coin, bien tranquille, il n'aime pas trop les interactions avec les autres, mais il aime bien travailler dans le code, travailler dans l'outil, dans la technique, etc. Et puis de l'autre côté, vous avez le manager, c'est quelqu'un d'un peu plus solaire, d'un peu plus rayonnant, il va vouloir se mettre en avant lors des meetings management, il va travailler sur des indicateurs, il va être dans la communication, etc. etc. Bon, cette polarité, elle existe toujours aujourd'hui, mais elle a tendance pour moi à s'amenuiser, si vous voulez, parce que le rôle du testeur, en s'amenuisant également au travers de son inclusion dans des approches agiles, etc., le testeur doit évoluer. Alors bien évidemment, on aura toujours besoin de testeurs très spécialisés en automatisation. D'abord parce que l'automatisation a également le vent en poupe, et c'est une des conséquences aussi de cette agilité, vouloir produire la valeur plus vite, etc. Sachant que on a également une dérive importante de cette automatisation du fonctionnel vers le code. Donc, on n'est plus tellement dans l'automatisation fonctionnelle, il y en a encore besoin, bien évidemment, mais on va vers des outils qui sont beaucoup plus techniques et qui vont beaucoup plus vers le code, vers les TDD, BDD, tous les DD que vous voulez, etc., et vers finalement un peu plus la boîte blanche, vers les approches plus développeurs finalement. Et donc, on est avec des profils mixtes testeurs-développeurs. Donc ça, c'est une possibilité d'évolution.
sachant que, bon, je ne vais pas dire qu'on y perd notre âme, mais en tout cas, voilà, ça demande cet investissement vers la technique qui n'est pas nécessairement ou qui n'était pas nécessairement le prérequis pour le testeur fonctionnel. Maintenant, évidemment, les testeurs pluridisciplinaires, bah, c'est un peu l'autre côté, si vous voulez, de la balance. Aujourd'hui, les test managers, bah, comme ils n'ont plus un rôle de test manager aussi franc ou aussi évident qu'avant, ils vont aller un peu vers le PO, ils vont reprendre une partie, et je vois que c'est un peu la question d'en dessous, ils vont reprendre un petit peu une partie de cette mixité qu'on avait avec l'analyse métier, avec l'ingénierie des exigences. Donc, il y a une espèce de passerelle naturelle, si vous voulez, entre les deux, qui fait que quelque part, bah, le testeur va challenger le produit, mais il va le challenger au niveau métier. Et puis là aussi, on va reboucler la boucle et on va arriver avec des outils qui sont des outils aujourd'hui qui vont faire appel à l'intelligence artificielle, comme par exemple les outils de comparaison visuelle. Des choses comme Percy, si on est dans l'open source, ou Apply2Live par exemple, qui vont permettre de comparer visuellement des pages web ou des pages produits ou des visuels pour y détecter un certain nombre d'anomalies, des choses qui ne s'affichent pas correctement, etc. Et qui se rapprochent, mais avec un niveau avec une distance qui est beaucoup plus élevée, évidemment, des outils de testing fonctionnel. Ok, très bien. Du coup, est-ce que ça vaut le coup de reposer la question d'Anas sur la partie, parce que tu as un peu répondu dessus, sur vous avez montré des... Oui, je peux élaborer là-dessus. D'accord, ok. Alors, effectivement, pour moi, je vais dire, il y a un lien naturel. Donc, avec cette évolution que nous voyons, il y a trois profils types qui ont été lourdement impactés, parce que quelque part, ils n'apparaissent plus nécessairement de manière aussi évidente dans les organigrammes. C'est l'analyste métier, c'est le management intermédiaire, et c'est le testeur, je vais dire, pur et dur, hein, le testeur fonctionnel pur et dur. Aujourd'hui, je vais dire, c'est plus sexy de dire je suis analyste métier, je suis testeur pur et dur, je suis mid-level management. Sauf dans des organisations qui fonctionnent encore, je vais dire, dans un mode un peu plus traditionnel. Alors, ça ne veut pas dire que le besoin a disparu. Ça veut dire simplement qu'il est nommé différemment ou qu'il est repris par d'autres fonctions de manière différente. Et ce que faisait le test manager, ou en tout cas la manière dont moi je considérais le test manager, que ce soit au sein de ma structure ou comment je l'ai vécu quand j'en faisais sur le terrain, le rôle du test manager, c'était de permettre d'un côté à l'IT pur et dur, c'est-à-dire aux développeurs, de parler avec l'autre côté, je vais dire, de l'étoile noire, qui est le côté métier, hein. Et bah, il y avait des vocabulaires qui n'étaient pas compatibles, il y avait des attentes qui n'étaient pas compatibles, il y avait des vitesses qui n'étaient pas compatibles non plus, hein, et donc, bah, le test manager faisait un peu le grand écart entre les deux et cherchait, je vais dire, à remettre tout le monde les pieds sur terre et à trouver une espèce de consensus. C'est un peu ce que fait l'analyse métier d'une certaine façon aussi, c'est d'essayer de comprendre ce que veut le métier et de le traduire de manière intelligente pour que ce soit activable, actionnable et compréhensible pour l'IT. Donc il y a cette espèce de passerelle naturelle entre les deux, si vous voulez, qui est là, qui est présente et qui ne fait que se renforcer avec ces équipes multidisciplinaires, où tout le monde parle un peu de tout ou pourrait parler un peu de tout. Alors il y a les vrais pluridisciplinaires où effectivement c'est bien le groupe, c'est bien l'équipe qui a le choix et qui a, je vais dire, où chacun a sa voix qui peut porter. Et puis vous avez, je vais dire, ces espèces de fausses agilités où vous avez une structure traditionnelle mais qu'on a renommée pour faire beau évidemment avec les codes et les vocables de l'agilité, et où finalement le métier c'est le product owner et le métier va dicter ce qui se passe. Il va y avoir une espèce de testeur garant de la qualité qui ne portera pas son nom, et derrière on aura le développeur qui s'appellera n'importe comment, peu importe, et qui fonctionnera juste avec, en apparence, en facial, un rythme différent, mais qui dans l'ensemble sera un ensemble de petits cycles en V qui vont s'enchaîner les uns derrière les autres. Hein. Donc voilà, on a un peu de tout, parce qu'il y a la vraie agilité, il y a la fausse agilité. Je ne veux pas entrer dans un débat là-bas, ce serait trop long, mais voilà, clairement, tout le monde n'est pas agile et tout le monde n'est pas encore prêt. Hein. Ok, alors on a une dernière question de Zuhair. Donc, pensez-vous que le 100% automation est atteignable ou faudra-t-il toujours une intervention humaine? Alors pour moi, le 100% automatisation, c'est un mythe. C'est même pas souhaitable.
La première chose qu'on fait pour moi lorsqu'on automatise quelque chose, c'est de se poser la bonne question, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je le fais? Encore une fois, quel est le problème que je résous? Est-ce que cette automatisation va vraiment me faire gagner du temps? Ou est-ce que j'automatise parce que j'ai quelque part quelqu'un qui a eu une vision, erronée d'ailleurs, qui est je dois faire 100% d'automatisation. Vous savez, l'automatisation fonctionnelle, on en fait depuis des années. On a eu ces alternances, si vous allez dans les conférences Rostar ou d'autres, vous avez ces alternances de modes de pensée. Hein. Chaque année, on disait, les années paires, oui, l'automatisation, c'est génial, ça résout tous les problèmes, on pousse sur un bouton, on a la réponse le lendemain matin quand on arrive au bureau, ça va 100 fois plus vite, c'est le paradis, hein, c'est le nirvana. Bon, très bien. Et puis l'année suivante, on tombait sur tous les déçus de l'automatisation qui se rendaient compte que, oui, il y avait de la maintenance, non, quand on appuyait sur le bouton, ça plantait après 3 itérations. On passait 18 heures à automatiser un truc qui était à moitié fragile et qui n'apportait pas la valeur ajoutée, alors qu'un simple test visuel par un testeur qui connaît un peu le métier, ça prenait 3 secondes, etc., etc. Donc le 100% automatisation, j'y crois pas. Je pense qu'on va aller vers plus d'automatisation, certainement sur le côté boîte blanche, c'est fort à la mode et je pense que ça a un sens d'une certaine manière. On va aller aussi, à mon sens, vers une automatisation jetable aussi, donc pas forcément une automatisation réutilisable à chaque tour, mais qui va quand même apporter un certain gain à un moment donné. Et de toute façon, encore une fois, et là j'en reviens à ma présentation sur l'IA de manière générale, je ne souhaiterais jamais un monde dans lequel l'outil est seul à décider et va faire toutes ces décisions, va prendre toutes ces décisions sans que quelque part il y ait un humain derrière pour valider. Là, on est encore, je vais dire, à une étape plus haute. Voilà.